Avec nos invités, coup d'éclat ce dimanche, le nouveau président Mohamed Morsi a mis à la retraite le chef du Conseil suprême des forces armées. Le maréchal Tantawi était souvent présenté comme le véritable homme fort de l'Égypte. Pourtant, le président l'a limogé sans que l'appareil militaire ne proteste. Et Mohamed Morsi a également abrogé le décret donnant l'essentiel des pouvoirs à l'armée. Mohamed Morsi a-t-il désormais les mains libres? À quoi va ressembler le nouveau pouvoir égyptien? C'est la question que nous allons poser à nos invités ce soir. Mira Daridan nous a rejoint en plateau. Vous êtes auteur, chercheur, ancien membre du Conseil économique et social. Jean Maher est là également, président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Par connexion Skype depuis le Caire, Tarek El Morsi, vous êtes membre de la commission de sensibilisation politique du parti qui est le bras politique des frères musulmans, à savoir le parti de la liberté et de la justice. Et Robert Solé est avec nous en plateau également, écrivain, journaliste d'origine égyptienne, auteur de Le Pharaon renversé. Merci à tous nos invités d'être avec nous ce soir. Et je voudrais d'abord qu'on écoute, avant d'entamer la deuxième partie de ce débat, quelques réactions depuis les rues du Caire. Voici ce que les gens ont pensé du coup d'éclat de ce dimanche. À partir de maintenant, le pays n'est plus sous contrôle militaire. Les règles de l'armée, c'est terminé. Maintenant, l'Égypte va devenir un État civil dans lequel chacun verra ses droits respectés. Ce sont des décisions audacieuses que nous attendions depuis longtemps. Elles complètent la révolution qui commence à porter ses fruits. Morsi a été au-delà de son mandat et s'est attribué celui du Conseil suprême des forces armées. Alors, je voudrais, Mira, vous poser une question. Est-ce qu'on entendait que ça complète la révolution? Est-ce que c'est votre sentiment que la révolution, qui avait pour objectif quand même de transmettre le pouvoir à un civil, a en quelque sorte abouti aujourd'hui? Vous parlez à quelqu'un qui était très impliqué dès le début, n'est-ce pas, Robert? C'est pas pour rien que je vous pose la question. Vous parlez à quelqu'un qui était très, comme on dit en arabe, mutahammis lis-sawra. Et qui, c'est-à-dire que j'étais très, très partisane de la révolution. Je pensais vraiment qu'on allait aboutir à un pouvoir civil, qu'on allait se débarrasser enfin de la junte militaire et qu'on allait avoir une démocratie. Il m'est même arrivé au tout début des événements, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'instruits et de lettrés, de penser que nous allions aboutir à une laïcité qui était dans notre esprit la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que chaque religion s'occupe de sa religion et que des gens capables s'occupent du pays, de enfin faire fructifier un pays dont les capacités avaient été volées depuis des décennies. Ça c'était l'espoir il y a un peu plus d'un an et demi. C'était il y a un an et demi. Depuis un an et demi, il y a un conseil militaire, le SCAF, qui a été totalement ignare et qui s'est comporté comme des sagouins. Ils ont laissé faire, ils ont tout laissé se dégrader. Donc on imagine en Égypte aujourd'hui, même l'électricité est coupée plusieurs fois par jour. Ce sont des sagouins, ils se sont comportés comme des sagouins pendant un an et demi. Est-ce qu'on doit en conclure qu'aujourd'hui vous êtes enthousiaste à l'idée que Mohamed Morsi récupère les pouvoirs de la main des militaires? Tantawi s'en aille, il était plus que temps que M. Tantawi s'en aille, avec une retraite bien méritée. Il a près de 80 ans, c'est légitime. Que M. Hanan s'en aille, c'est un échec. Le numéro 2 du Conseil suprême des forces armées. Au bout d'un an et demi, c'était un constat d'échec. Mais que ce soit pour que tout ça retombe dans un parti unique, moi, ça me ramène à il y a plus d'un an et demi, avec un parti unique qui détient tout, le législatif, l'exécutif et tout et tout. Et en plus de ça, je me retrouve dans un État non seulement partisan et qui ne met au poste clé que ses partisans, mais je me retrouve avec un État religieux. Alors que mon but, c'était la liberté de parole, la liberté de religion, de pratique religieuse, une liberté dans le pays. Vous dites parti unique, on va regarder très rapidement les pouvoirs dont dispose aujourd'hui Mohamed Morsi. Avec la nouvelle déclaration constitutionnelle faite hier, eh bien, le président possède désormais le pouvoir exécutif, c'était déjà le cas, mais aussi le pouvoir législatif qu'il a repris à l'armée et la capacité, c'est très important, de désigner une nouvelle assemblée constituante. Si d'aventure le groupe qui est chargé de plancher là-dessus aujourd'hui n'aboutissait pas. Donc juste pour compléter ce que je disais, il y a une entreprise aujourd'hui de fausser l'opinion générale et de dire que tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas contents de ce qui se passe
Ce sont des foulouls, c'est-à-dire des partisans de l'ancien régime et des partisans du SCAF. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Qu'on l'entende bien, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec M. Morsi ne sont pas nécessairement partisans de l'ancien régime. Il y a une troisième voie, qui est la voie des partisans de la vie civile pour l'Égypte, ni religieuse, ni militaire. C'est en quelque sorte la voie de Tahrir au sens de la Constitution, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Ceux qui ont démarré la révolte. Oui, exactement. Jean Maher, c'est intéressant de noter, Mohamed Morsi a fait son annonce depuis la mosquée Al-Azhar. C'est le plus haut lieu saint pour l'islam sunnite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je pense que c'est un choix symbolique parce que Al-Azhar a officiellement au moins pris toujours des positions modérées. Al-Azhar est quand même la haute institution islamiste sunniste dans le monde. Et il est écouté. Et il est en bonne relation avec l'Église copte orthodoxe, avec 15 millions de chrétiens en Égypte, au moins. Donc Al-Azhar, s'il l'a choisi, je suppose qu'il l'a choisi de façon symbolique, parce que depuis des années, les islamistes radicaux essaient de s'en emparer. Donc il est certain qu'à l'intérieur d'Al-Azhar, il y a déjà des frères musulmans. C'est qu'ils disputent l'image positive de ce que vous dites véhiculée par Al-Azhar aux salafistes, c'est ça? Si je lis entre les lignes. C'est-à-dire qu'ils veulent que le cheikh, l'imam d'Al-Azhar, soit élu et non nommé par le président. En tout cas, s'il est nommé par le président, c'est la même chose maintenant. Mais avant, ils ne savaient pas que ça allait être Morsi. Et donc, eux, ils ont toujours lutté pour que l'Azhar soit tenu par des islamistes radicaux comme eux, qu'ils soient frères musulmans ou salafistes. Et c'est plus les frères musulmans. D'accord. Donc là, il y a un enjeu de pouvoir interne, on comprend ce que vous nous dites, entre les frères musulmans et Al-Azhar. Mais le fait d'avoir choisi Al-Azhar comme lieu où faire cette annonce ne correspond pas nécessairement à une volonté d'islamiser l'Égypte de la part de Mohamed Morsi. Non, il laisse un message quand même que Al-Azhar, lui, il en fait partie. Dans quel but? C'est le but aussi, c'est s'il nomme quelqu'un à la tête d'Al-Azhar, ça va être certainement aussi quelqu'un d'islamiste, comme il l'a fait. Là, vous avez parlé de pouvoir exécutif et législatif. Mais attention, il y a les médias. Il y a les médias. Ah oui. Il y a la juridique. Là, il a nommé aussi un ministre de la Justice islamiste. Hein, vous ne l'avez pas mentionné. Il place ses hommes, oui. Hein, il n'y a que des islamistes radicaux qui maintenant, ils prennent toutes les institutions et il va certainement remettre à nouveau le Parlement par un décret présidentiel. En tout cas, il a tous les pouvoirs dans toutes les institutions. Le Parlement qui est actuellement suspendu. Tarek El Morsi, membre du Parti de la Liberté et de la Justice, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le nouveau président veut et va islamiser l'Égypte et la vie politique en Égypte? J'aimerais bien quand même entendre ces mots-là, islamiser l'Égypte, comme si l'Égypte était un pays des bouddhistes et des cirques. Donc l'Égypte est majorité, même numérique, à peu près 85 ou 90, on ne sait pas à peu près. Donc ils sont déjà quand même musulmans. Alors quand vous dites islamiser les musulmans, c'est rigolo quand même. C'est vrai, le mot juste c'est akhwanat ad-dawla. Oui, mais il faut le traduire. Akhwanat ad-dawla. Confrérie, la talibaniser. La confrérisation. Alors effectivement, Monsieur El Morsi, je vous interromps parce que je pense que nos téléspectateurs ont peut-être pas tout entendu, tout suivi là sur les dernières quelques secondes. Ce que nous dit Mira Daridan, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'islamiser l'Égypte, il s'agit plutôt de la confrériser, c'est-à-dire la rendre plus conforme aux souhaits des frères musulmans de la confrérie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, j'aimerais bien quand même dire à vos invités que toutes les personnes là qui arrivent à leur poste aujourd'hui en Égypte, c'est par la voie démocratique, elles sont élues. Alors, c'est vraiment quand même étonnant d'entendre quelqu'un, ils sont en train de dominer le pays, portant quand même tous les postes, même si les partis, si la liberté de la justice demande que le poste de Cheikh Al-Azhar sera par les élections et par la nomination, comment on peut accuser ces gens-là des tentations quand même de dominer? Au contraire, alors nous, on préfère que
les cheikhs et l'Azhar. Donc, ce poste-là très important en Égypte sera par les élections et non par la nomination. Ça, c'est un premier. Alors, j'aimerais bien quand même répondre, vous inviter qui dit quand même Ahwanet, il s'agit de mettre des frères musulmans à la tête de toutes les institutions. J'aimerais bien quand même leur demander, il n'y a que 4 ministres seulement sur les 35 ministres sont des Ikhwan. J'aimerais bien quand même dire à vos invités, à Mme Merenda, que Moustachar, les chanceliers Mahmoud Mekki n'est pas des frères musulmans parce qu'elle est comme un juriste, comme un juge, elle n'appartient à aucun courant politique ni religieux. J'aimerais bien quand même voir, au lieu quand même de dire des choses sans des témoins, sans vraiment quand même des preuves, alors donnez-moi d'abord les preuves de leur discours. Ça fait quand même quelques minutes là, ils sont en train de lancer quand même, désolé, des mensonges, mais je vois pas vraiment quand même. Mensonge, je regrette. Un mensonge, c'est pas nous, parce que vous n'avez fait que ça. Non, attendez. Non, mensonge, on n'a entendu que ça, des mensonges. Vous avez dit, le Parlement, il n'aura pas plus que 30, il y a eu 70. Il n'y aura pas de président, de la République. Vous avez mis Al-Shater, qui a été non légal, et vous avez mis Route Secours, qui a gagné. Alors, des mensonges, on en a assez. Messieurs, il a dit qu'il va nommer un vice-président copte et une femme comme vice-président. Où sont-ils? Monsieur El Morsi, est-ce que vous entendez, est-ce que vous recevez cet argument que les frères musulmans ont petit à petit cherché à étendre le pouvoir, quitte d'ailleurs à ne pas tenir certaines des promesses qui avaient été faites pendant les différentes campagnes électorales? Non, j'aimerais bien quand même vous répondre tout simplement. Donc les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir en France, donc j'ai quand même bien entendu François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, demander le peuple égyptien de voter massivement aux socialistes dans l'Assemblée des peuples. Et j'ai jamais entendu parler en français dit ah bon, ils sont en train de dominer toutes les forces ou toutes les institutions dans le pays. C'est tout à fait normal que si on cherche par des voies démocratiques et pacifiques à empêcher toutes les institutions, c'est tout à fait légal. Ces gens-là, ils ne comprennent pas vraiment la démocratie. La démocratie, c'était vous arrivez par la démocratie, par les élections, à dominer les institutions pour réaliser votre projet. Vous ne pouvez pas mettre quand même un musulman à la tête des Vaticans. C'est tout à fait normal que quand il s'agit de l'Azhar, vous mettez un musulman. Alors vous entendez parler, quelqu'un dit ah bon, ils sont en train d'Ikhwaniser. Ni Ikhwan, d'accord, Tarek El Morsi, ça on a bien compris. Je voudrais faire intervenir Robert Solé, qui veut intervenir sur cette question. Oui, écoutez, moi je pense qu'au-delà des promesses non tenues, des intentions supposées des uns et des autres, la situation objective aujourd'hui en Égypte, c'est quoi? Le pays, 17 mois après la chute de Moubarak, est dans une situation préoccupante, pour ne pas dire désastreuse. Elle est préoccupante du point de vue économique. La situation économique est très préoccupante en Égypte. Les réserves en devises sont en train de fondre. Les revendications sociales se multiplient dans tout le pays et elles prennent des formes très violentes. Ça, c'est la préoccupation numéro 1. Il y a une autre préoccupation en Égypte, c'est la sécurité. La sécurité n'est plus assurée en Égypte, pour diverses raisons. Et alors, dans le Sinaï, on vient de le voir ces derniers jours, c'est un état de non-droit. La sécurité n'est pas assurée en Égypte. La troisième préoccupation est politique. La troisième préoccupation est politique parce que le parti qui a gagné les élections, les Frères musulmans, est un parti, qu'on le veuille ou pas, totalitaire, qui veut tout avoir, qui veut tous les pouvoirs, qui ne tient pas ses promesses, en effet, qui ne tient pas ses promesses et qui est en train de vouloir occuper tout le pouvoir, c'est-à-dire que 17 mois après la chute de Moubarak, on se retrouve de nouveau avec un pouvoir autoritaire et en plus un pouvoir idéologique. On a envie de dire maintenant qu'ils détiennent tous les leviers du pouvoir, ils vont être sanctionnés ou pas aux prochaines élections. Ils vont devoir faire leurs preuves, c'est le jeu démocratique. Ils le savent très bien, ils savent qu'ils seront jugés dans les mois qui viennent sur des décisions concrètes. Ça ne sera pas des débats constitutionnels sur l'article 2, etc. Ça sera concrètement quelles lois seront votées
réellement? Quelles mesures seront adoptées dans un sens ou dans l'autre? On les soupçonne de, non pas d'islamiser la société, monsieur a raison, elle est musulmane en majorité, mais de réislamiser la société au sens politique. C'est-à-dire que l'islam occupe tout le champ social et politique. C'est là qu'ils seront jugés. Est-ce que vraiment, ils vont prendre des mesures dans ce sens? Est-ce qu'ils vont remettre en question, par exemple, le statut de la femme qui permet à une femme d'obtenir le divorce à certaines conditions? Bon, voilà un cas concret. Est-ce qu'ils vont rendre obligatoire la taxe dite zakat, la taxe musulmane, et faire une distinction entre musulmans et chrétiens? Est-ce qu'ils vont prendre des mesures à propos du tourisme? C'est là qu'ils seront jugés. Mais plus encore, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme mesure qui va permettre au pays de rétablir sa situation économique, de rétablir sa situation sécuritaire et d'entrer dans un semblant de démocratie avec une liberté de la presse, etc. Vous parlez comme si cette lutte de pouvoir qui semble avoir tourné en faveur des frères musulmans était désormais soldée et que c'était irréversible. Jean-Maher, c'est irréversible? Peut-être pas, mais je pense que maintenant, le vrai bras de fer, c'est plutôt avec le peuple égyptien. Là, notre ami en Égypte, il parle au nom du peuple. Ils ont toujours parlé au nom du peuple, les frères. Il faut savoir que les frères musulmans et les islamistes radicaux ne sont pas vraiment supportés par énormément de pourcentage du peuple égyptien. Et le peuple égyptien n'est pas idiot, parce qu'eux, ils veulent aussi travailler par la peur. Vous savez, asservir quelqu'un par la peur, c'est le détruire son cœur et son esprit. Et là, le mur de la peur est terminé. Il est terminé par le 25 janvier. Le peuple égyptien, musulmans libéraux, femmes, coptes, ne se laissera pas faire. Et le 24 août et le 25 août prochain, c'est là que se jouera le bras de fer. C'est vraiment la volonté du peuple égyptien qui va s'exprimer. Et là, quand on dit les médias, il y a des jeunes, il y a des démonstrations. C'est quoi l'échéance du 24-25 août prochain? 24-25 août prochain, c'est la démonstration au Caire par les libéraux, les musulmans libéraux, par l'opposition aux islamistes. Les Coptes, j'espère que les Coptes se réveilleront, parce qu'ils ne sont pas bien organisés et qu'ils vont les soutenir, et puis certainement les femmes. Et là, c'est le vrai bras de fer. Et ici à Paris, musulmans et, j'espère aussi, les Coptes sortiront ensemble pour soutenir cette démonstration. Maintenant, que va-t-il faire, Morsi? Est-ce qu'il va taper dedans? Est-ce qu'il va tuer? Enfin, quand je dis le président Morsi, je veux dire le pouvoir, comme ils avaient fait à Maspero, je ne l'espère pas. Il faut laisser quand même l'expression libre. Jean-Maher, merci beaucoup. Et puis nous, à France 24, évidemment, nous allons continuer à suivre de très près cette transition politique égyptienne vers un pouvoir civil. Nous en débattons régulièrement sur le plateau de France 24. Merci beaucoup à tous nos invités de nous avoir rejoints. Merci également à Tarek El Morsi de s'être rendu disponible depuis le Caire. Merci à vous de nous avoir suivis.